Salut, il y a des sujets qui vous passionnent toute une vie. Pour ma part, c'est le cas sur la triptyque qui réunit le temps qui passe, la substance de l'échec et la concrétisation d'une idée. Les deux premiers thèmes, je les ai traités dans des livres que j'ai écrits, mais je m'étais jamais confié sur comment transformer une idée en quelque chose de réel, quelque chose qui existe dans la vraie vie. Le truc qui naît ici et que vous pouvez rendre vrai dans le monde matériel. Des idées, on en a tous. On va découvrir aujourd'hui comment elles apparaissent dans notre cerveau et pourquoi dans la grande majorité des cas, ça reste qu'une idée. Parce que ce soit pour des projets perso ou des objectifs professionnels, la difficulté qu'il y a de transformer une idée en réalité, c'est un problème que toute l'humanité expérimente. Nous allons aussi parler de tout ça avec des personnes que vous connaissez, en tout cas peut-être. Verino, un humoriste qui est également présent sur YouTube, Eric Larchevêque, un entrepreneur qui a créé le leader mondial de la sécurité pour les applications de crypto et que vous avez pu voir dans l'émission Qui veut être mon associé, Ludovic B, il est journaliste et créateur sur YouTube pour la chaîne Le Tatou et sa chaîne Ludovic B, et Pauline Léniaud du podcast à succès Le Gratin qui a créé sa propre marque de joaillerie sans rien y connaître à la base. Parce que vous les connaissez pour ce qu'ils ont créé personnellement, artistiquement ou professionnellement, mais beaucoup moins pour les difficultés qu'ils ont eu à persévérer et à ne pas abandonner en cours de route. La thématique de transformer une idée en réalité, elle est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. C'est un sujet qui touche au cerveau et dont les mécanismes psychologiques n'ont pas vraiment changé au cours des derniers siècles. Si vous connaissez mon livre Votre temps est infini, vous ne serez pas étonné d'apprendre que j'ai creusé ce sujet depuis plus de 20 ans parce que je voulais être sûr de pouvoir moi expérimenter tout ce qui traversait ma tête. Et je pense que cette vidéo va vous faire fondre quelques neurones. Je m'appelle Fabien Olicard, je suis fasciné par les mécanismes du cerveau qui permettent de matérialiser une simple idée sans abandonner. Et aujourd'hui sort mon 7e livre, Votre idée va devenir une réalité, qui traite de la naissance d'une idée, des différences entre motivation et persévérance, des obstacles quand on se lance dans un projet ou dans un objectif, des solutions que j'ai pu développer pour moi ces 20 dernières années. Je vous en parlerai à la toute fin de la vidéo. Pour le moment, direction notre cerveau pour comprendre comment aller au bout d'une simple idée. Le point de départ d'un projet ou d'un objectif, c'est toujours une idée. Mais alors, ça apparaît comment une idée? Comment on sait que c'est la bonne idée à suivre? Parce que c'est pas vraiment difficile d'avoir une idée, même une idée brillante. Mais les réaliser toutes en même temps avec la même énergie pour chacune, c'est évidemment impossible. Alors comment faire pour déterminer celle qui a mené jusqu'au bout? Si je consacrais de l'énergie à toutes les idées que j'avais, je pense que je m'en sortirais pas et donc on est obligé de trier. Mais qu'il y en a une à un moment qui s'accroche, qui persiste et qui n'arrive pas à sortir ou qui frappe, parce que parfois c'est des révélations. Moi ça m'est déjà arrivé de me prendre une idée dans la figure et vraiment d'être physiquement en fait affecté par cette idée. Et c'est pas tellement parce que je pense que l'idée est bonne, c'est parce que je sais que je vais repartir vers un projet, que je ressens le début d'une grande histoire. C'est surtout ça, l'idée c'est la prémisse d'une grande histoire en fait. Ce qu'il faut, c'est que l'envie, elle soit tellement forte que j'arrête pas d'y penser et que du coup, l'idée ne part pas. D'une certaine manière, c'est quand elle reste, un peu indépendamment de ma volonté, il faut que je continue, il faut que je creuse. Il faut que tu aies tellement envie, il faut que ça soit presque, mais honnêtement, viscéral. Que du coup, oui, c'est dans ces moments-là que je sais que c'est la bonne idée. C'est quand je sais qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire, quoi. C'est l'idée qui arrive et je dois me rendre compte que c'en est une. Sinon, le reste du temps, je dois écrire et donc l'idée vient avec le travail d'écriture. Mais j'ai pas ce truc-là de génie qui attend dans son fauteuil et que ça tombe. J'ai pas cette sensation que l'idée vient me chercher dans mon quotidien, quoi. Plus c'est nouveau pour moi et loin de finalement ce que j'ai l'habitude de faire, dès que ça peut me sortir de un peu ma zone de confort. Je pense que c'est ça aussi qui fait le critère pour moi d'intérêt en tout cas. Tous mes invités viennent d'univers et de parcours différents, mais comme vous voyez, leur ressenti est similaire. Une nouvelle idée, c'est comme une drogue dure, on y pense tout le temps. En réalité, ça génère de la dopamine dans le cerveau, c'est une hormone endogène créée par notre cerveau qui lance cette phase d'excitation. On n'a pas encore conscience de l'énergie qu'il va falloir déployer pour rendre tout ça concret. J'ai d'ailleurs demandé à mes invités ce qu'ils ressentent émotionnellement lorsqu'ils ont une idée brillante. Le bonheur. Parce qu'avoir une idée qui tient au corps et qui ne s'en va pas tout de suite et qui persiste, et je ressens à la fois une sorte d'excitation, d'attente et beaucoup de plaisir. Parce que je sais que je vais pouvoir m'adonner à quelque chose et m'engouffrer dans une brèche. Là, en fait, ce que j'adore, c'est de me dire, ok, comment je vais faire pour la réaliser et trouver tous les cheminements possibles pour y arriver. Mais honnêtement, c'est une excitation de dingue. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, ça me porte, quoi, complètement. Ça me prend totalement la concentration d'un coup.
Et j'aime beaucoup du coup m'y mettre à fond tout de suite. C'est un mélange d'excitation et de concentration que je ressens quand j'ai une idée. D'abord, il peut y avoir de la rigolade, c'est-à-dire que l'idée elle vient de simplement je me marre sur un truc et donc d'abord l'idée est là mais je me rends pas compte que c'est une idée. Je peux juste observer le truc et à un moment me dire bah tiens, ça peut être une idée en fait, c'est pas juste un moment où on se marre. Je pense pas forcément à la faisabilité tout de suite. Et en fait, parfois j'en ai plein qui sont même pas faisables, hein, en vrai. Ça me challenge aussi, j'aime bien ça. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont mortes chez moi où c'était putain ça a l'air chouette et ouais ça va être vraiment chouette, puis t'en parles à un pote qui te dit putain c'est vraiment génial et puis là t'as ton circuit de récompense qui fait putain c'est vrai que c'est génial cette idée et il faut surtout pas que je la réalise parce que sinon elle va passer du statut de ouah génial c'est une putain d'idée à une bouse, donc je vais pas la réaliser, donc ça c'était une de mes spécialités, ne pas réaliser mes idées en me disant que au moins j'étais pas confronté à l'échec. Vous avez vu comment c'est intéressant de voir qu'on définit pas une bonne idée sur la faisabilité mais sur nos sensations et puis sur la nouveauté. Notre cerveau a une dépendance forte à la dopamine et va être rapidement attiré par la prochaine idée. C'est pour ça que des génies comme Léonard de Vinci ou Victor Hugo n'arrivaient pas à se motiver pour terminer leurs œuvres. 20 ans, c'est ce qu'il faudra à Léonard de Vinci pour donner le dernier coup de pinceau à la Joconde. Victor Hugo, il donnait ses vêtements à ses employés de maison pour être tout nu, comme ça il pouvait pas sortir et être sûr d'avancer dans son roman. Et on lui rendait les vêtements que s'il avait écrit un chapitre. Ludovic parle de l'aspect réalisable d'une idée, et à ce stade-là, il se pose pas la question de savoir si c'est jouable ou pas. Verino soulève un point très intéressant. Parler trop tôt d'une idée, ça peut offrir d'ores et déjà la satisfaction de cette idée, et donc enclencher chez nous soit la peur de l'échec si on réalise l'idée, soit une perte d'envie ou de motivation parce que le processus de récompense du cerveau a déjà été enclenché. Mais il y a d'autres obstacles qui peuvent venir interrompre le processus de réalisation. Des fois, on n'a pas les connaissances nécessaires ou suffisantes. On n'a pas les moyens matériels, financiers, temporels, on n'a pas les compétences. Mais est-ce que ce sont les véritables raisons qui font que l'on va au bout de quelque chose ou pas? Le projet le plus marquant, c'est évident, c'est ma boîte. Ça fait quand même maintenant 12 ans que je bosse dessus. Et en fait, quand même, pour la petite histoire, donc j'ai créé cette entreprise alors que je ne connaissais rien au secteur. L'idée, c'est simple, c'est que je me suis fiancée, on a été chercher une bague de fiançailles et j'ai été honnêtement choquée de voir que l'expérience chez les grandes maisons était pas du tout moderne, quoi. J'ai trouvé que c'était vieillot, j'ai trouvé que c'était pas chaleureux, que c'était parfois intimidant, que c'était cher. Enfin bref, honnêtement, je me sentais pas bien. Et en fait, je connaissais rien à la joaillerie, donc je me disais, bon, bah, ça n'a aucun sens. Et je l'ai mis un peu de côté. Et c'est toujours cette idée que ça revenait. Ça revenait. Les jours passaient, on en discutait avec mon mari, on se disait, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose à faire dans ce secteur. C'est pas normal, c'est des moments de vie heureux. Pourquoi est-ce qu'en fait ça devrait pas être plus plaisant tout simplement d'acheter un beau bijou de joaillerie? Typiquement j'ai fait une série sur l'histoire de la télévision, je me disais que moi c'était un truc qui me passionnait, j'avais envie de le partager et en réalité je me suis rendu compte que les droits ils étaient pas si accessibles que ça parce que je voulais utiliser des images d'archives etc. Mais j'ai continué quand même de travailler dessus en me disant quoi qu'il arrive je trouverai une solution à ça plus tard. Et au final ça a marché. Parfois ça bloque complètement et c'est impossible de faire d'aller au bout de l'idée, mais sinon la plupart du temps je me démerde quoi. Je sortais d'une émission de télé sur France 2 dans laquelle je me trouvais pas bon, la télé c'était pas pour moi, c'était évident, donc voilà, j'avais écarté la télé, la radio pareil, j'étais pas assez motivé, il y avait pas assez de public, donc je faisais des blagues à 3 personnes dans le studio, c'était pas pour moi, et donc l'idée ça a été de trouver un moyen pour aller sur internet. Je vois ces youtubeurs qui commencent à faire de la scène, et moi, Verino, si je suis pas en télé, si je suis pas en radio, si je suis pas sur internet, comment j'appâte le chaland? Donc il y avait cet enjeu-là de créativité et puis l'enjeu d'aller affronter un nouveau réseau, une nouvelle manière de faire de la communication. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est au moment où je prends toutes ces données-là, je me dis c'est évident qu'il faut que j'aille sur YouTube, c'est évident. Maintenant, quelle est la solution? J'ai tâtonné quoi. Il y a 3 choses à retenir. La première, c'est que pour être sûr de tenir dans le temps, vous devez commencer par trouver les raisons profondes qui font que cette idée elle est importante pour vous. Je vous recommande la méthode des pourquoi. Ça permet de trouver quelles sont les racines de motivation qui nourrissent cette idée. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que ceci. Mais pourquoi ceci est important pour moi? Parce que cela. Et pourquoi cela, etc., etc. La deuxième, c'est que vous ne devez pas attendre d'avoir la réponse aux questions que vous vous posez pour démarrer. C'est tout bête, hein, mais déjà parce que vous êtes sur un pic de motivation, alors profitez-en, surfez dessus, mais surtout parce que vous ne connaissez pas les bonnes questions. Les vraies questions indispensables, elles vont venir en cours de route, et du coup les réponses aussi. Et la troisième chose, c'est que le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Si vous attendez d'avoir le temps, d'avoir les réponses, d'avoir une aide extérieure ou je ne sais quoi d'autre pour commencer, sachez que ce moment magique un peu, où tout est aligné pour commencer, n'arrive jamais. Donc je le répète, le meilleur moment pour commencer,
c'est maintenant. On va avancer petit à petit et en fait les problématiques qu'on va rencontrer, on les traitera les unes après les autres. On n'avait pas forcément un plan global en se disant voilà on va faire comme si, on va aller par étape 1, étape 2, le business plan, le truc, le machin. Non, ce qu'on s'est dit juste c'est le côté ça nous passionnait et donc en fait ce qui nous a vraiment motivé à y aller même sans avoir aucun plan de quoi que ce soit, c'est le côté c'est trop cool, faut y aller quoi. Si on le fait pas de toute façon on va s'en vouloir de pas le faire quoi. Entre l'idée, le rêve de créer une marque de joaillerie et ensuite la réalité qui était que je suis pas entrepreneur, j'y connaissais rien, je connais rien au monde de la joaillerie, j'ai personne dans mon milieu qui connaît quoi que ce soit. Et donc la réalisation, quel était le chemin? Et je pense que la chose intelligente qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit on va se fixer une deadline. On va se fixer un temps assez court pour travailler sur le projet. On veut créer une marque de joaillerie, on ne sait même pas par où commencer, on n'a pas d'argent, on n'y connaît rien. On va se fixer 3 mois, c'est court 3 mois, pour créer un site internet qui soit capable de vendre des bijoux. Si tu as un site internet qui est capable de vendre des bijoux, ça veut dire qu'il faut que tu aies trouvé des fournisseurs, il faut que tu aies trouvé des pierres, il faut que tu aies fait des designs, il faut que tu aies un module de paiement, il faut que sur ton site, en fait, tu aies décidé sur quelle plateforme tu es, il faut que tu aies un nom. Bref, le fait d'avoir un objectif très très clair et un temps assez court pour le réaliser nous a fait nous forcer en fait à faire plein de petites actions dans un ordre assez précis finalement et avoir un fil directeur quoi, tout simplement. Parce que le problème souvent quand on a une idée, c'est que c'est flou et du coup on sait même pas par où commencer, c'est trop gros quoi comme objectif. Là le fait que ce soit assez simple, c'est-à-dire avoir un site internet où on est capable de vendre 5 bijoux, c'était déjà quelque chose de super concret. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu l'as l'idée et le moment où tu vas la réaliser, il y a énormément de... T'es une locomotive quoi, il y a énormément de wagons à mettre en place parce que pour que ce soit un truc qui dure, il faut que tu luttes contre toi-même pour réaliser à quel point t'en as très envie de le faire, puis à quel point t'es capable de le faire, à quel point t'as pas peur de ne pas réussir à le faire, ça c'est aussi un gros point. Nos invités viennent de nous parler d'éléments très concrets dans le lancement de leur projet une fois l'enthousiasme et l'excitation passés. C'est indispensable que l'excitation redescende afin de ne pas tomber dans la distorsion de la réalité dont je vous parle d'ailleurs dans mon livre. Entamer un projet alors qu'on est encore sous le coup du feu sacré, ça nous fait prendre le risque majeur d'aller un peu trop vite sans être suffisamment préparé à tout ce qui peut nous attendre, que ce soit les imprévus ou les réels obstacles qui vont nous obliger à revoir nos plans. Il faut comprendre son objectif, le rendre intelligent, c'est-à-dire ambitieux, mesurable, réaliste, et utiliser des outils concrets comme la deadline dont parle Pauline. Elle s'est mise une deadline très courte et très claire avant d'entamer quoi que ce soit. Chez elle, c'est un moteur important qui témoigne d'une réelle lucidité. Verino nous parle de ses démons intérieurs, car ce sont souvent eux nos pires ennemis quand on entame un chemin. La peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable, là encore, on a le témoignage d'une personne lucide qui se prépare à lutter contre elle-même pour être certaine d'aller jusqu'au bout. C'est maintenant le moment où il faut avancer. Alors que ces instants devraient être excitants, c'est pourtant souvent à ce stade que beaucoup de personnes abandonnent, moi le premier, soit parce que l'excitation et la motivation sont passées, soit parce que ça nous semble tout à coup insurmontable quand on voit le travail, toute l'énergie que ça va réclamer. On va alors trouver toutes les excuses plausibles pour ne pas y aller, comme j'ai pas le temps, ou je le ferai plus tard. J'ai demandé à mes invités quelles étaient selon eux là où les qualités nécessaires pour avancer sans abandonner. Vous allez être surpris par les réponses. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées et qui après sont coincés parce qu'ils n'arrivent pas à faire le premier pas, parce qu'ils se posent trop de questions. La dernière chose à faire, c'est de se poser toutes les questions. Et essayer de tout baliser va plutôt générer plein d'excuses pour ne pas avancer. Et la meilleure approche, c'est l'approche pragmatique de commencer à exécuter, à itérer. Quand j'ai des premières idées de concept, immédiatement j'exécute, je fais des prototypes et le plus tôt possible, je le montre. Parce que clairement, il y a une grande chance que mon idée ou mon approche ne soit pas la bonne et j'ai besoin d'avoir des retours. C'est quand vous avez une idée, vous commencez par vous la faire piquer. Comme ça, vous n'avez plus peur d'en parler et on peut passer à autre chose. Et en exprimant cette idée, en montrant les premiers prototypes, en la faisant vivre, eh bien, c'est la meilleure façon de la faire évoluer. Et si on reste planqué pendant 6 mois dans son bureau, son garage, son atelier, je ne sais quoi, à développer l'idée à son maximum, à faire le prototype le plus léché possible, le plus abouti possible, et même avant de lancer au premier public, d'avoir toutes les fonctionnalités, de se dire non, moi je veux quelque chose de parfait, ça c'est une recette pour le désastre, parce que 99% du temps, en fait, on va être à côté de la plaque. Ne pas se poser de questions, c'est une question de survie. Se poser trop de questions,
c'est renoncer en fait. C'est qu'en fait, je suis complètement inconsciente et que du coup, quand il y a un problème, je me rends pas forcément compte. Et ce côté un peu inconscient, un peu obstiné, fait qu'en fait, je suis une éternelle optimiste et que je me dis, il n'y a pas de solution autre que d'y arriver. Je sais que ça va prendre du temps, je suis pas non plus complètement débile, mais je sais que si je m'attelle à une tâche, je vais pouvoir aller au bout des choses. Et un exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand on a essayé de trouver nos premiers ateliers avec Gémio, j'ai dû passer 250 coups de fil pour réussir à enfin avoir quelqu'un qui accepte de me parler. Enfin vraiment, c'était à ce niveau-là. Et en fait, ce qui m'a fait tenir, c'est que je savais que ça allait prendre du temps et que c'était pas grave. Je ne m'autorisais pas le fait que ça ne marche pas. Au final, je me suis dit qu'il fallait pas que je commence trop gros. Souvent, quand on se lance dans un projet, en fait, on le voit hyper grand et du coup, on sait même pas par où commencer. Et là, je me suis dit, il me suffit d'une fois. Il me suffit d'un atelier, même petit, qui accepte de bosser avec nous. Et ça suffira pour le début. Moi, j'ai plus un côté j'analyse. En fait, et quand je suis face à une difficulté, j'aime bien analyser la situation et voir quelles sont mes différentes options. Parce que de toute façon, mon choix, il est que quoi qu'il arrive, il faut que je trouve une solution. Et c'est d'abord, tu te dis effectivement, il faut que j'ai tout balisé, mais ça c'est le côté scolaire quoi. Moi je suis sûr que c'est ça vient de l'école. C'est tant que t'as pas bien lu tout l'énoncé, tu peux pas attaquer les réponses et puis du coup tu fais le truc bien comme il faut et dans l'ordre. Bah oui, mais en fait non, là on n'est pas dans ce monde-là en fait. Là on est dans un monde d'entrepreneurs, c'est-à-dire que si tu veux que ta vidéo elle soit marrante à la fin, c'est pas la peine de cocher toutes les cases, c'est pas ça l'objectif, c'est pas à la fin, bah voilà j'ai fait ma belle copine, non, est-ce que c'est marrant ou est-ce que c'est pas marrant? Comment ça se fait que c'est pas marrant? On adapte, on cherche, et on trouve en fait, enfin c'est tout con, mais effectivement les chercheurs d'or ils trouvaient de l'or parce qu'ils cherchaient de l'or, pas parce qu'ils sont arrivés à un endroit en se disant c'est sûr que là il y en a et puis qu'ils ont fait le truc et puis pouf c'est sorti quoi. Bah non, ils ont cherché, de changer d'endroit, fouiller, continuer à creuser. Et je crois que c'est ça une idée quoi, c'est une pépite et ta pépite au début tu la vois pas parce qu'elle est entourée de sable. Une bonne dose d'inconscience et de flexibilité, voilà comment on peut résumer les qualités qu'il faut avoir. Si vous regardez la montagne qu'il y a à franchir, si vous avez un plan trop précis sur lequel partir, il y a trop de chances pour que vous ne puissiez pas aller jusqu'au bout. Les imprévus, les obstacles inattendus, ce sont des passages obligatoires. C'est comme dans un film, il y aura toujours des péripéties. Si vous refusez cette réalité, vous risquez de vous faire mal. Acceptez la marge d'erreur et les imprévus. Eric nous explique qu'il commence tout de suite par un prototype parce qu'il sait qu'il n'est pas abouti et que ça a besoin d'être amélioré, c'est un point fondamental. N'essayez pas d'être parfait ni de rendre une copie sans rature, soyez pragmatique. Pauline nous explique très bien qu'elle s'est donné une étape concrète au moment de se lancer. Créer un site internet, ça va, c'est envisageable. Partir sans tout baliser, ça signifie pas y aller sans organiser les premières étapes qui révèlent, elles, de la logique. Puis il y a un autre phénomène que vous connaissez, que je connais, c'est la perte de motivation. C'est souvent là que nous sommes très tentés d'arrêter parce qu'on n'est plus animé. Si la motivation, c'est le carburant du cerveau, la persévérance, c'est un peu l'état du véhicule, l'état du cerveau. Je crois qu'il ne faut pas confondre la motivation, la persévérance et puis l'obstination. En réalité, je pense que personne n'est tout le temps motivé. Et quand on est persévérant, ça ne veut pas dire qu'on a le feu sacré en permanence et qu'on est vraiment en train de se dire « Allez, il faut que j'y aille tout le temps et j'adore le projet ». Non, il y a des moments, on a des coups de mou. Moi, je me rappelle avec mon podcast, ça fait maintenant quand même 5 ans qu'il existe, j'ai eu des périodes où sortir un épisode toutes les semaines que Dieu fait, mais c'est monstrueux. Si jamais je fixe pas une deadline qui est que toutes les semaines, le lundi, j'ai un épisode qui sort, mais franchement, je sais très bien qu'au bout de 2 semaines, j'aurais arrêté. Et donc, c'était absolument nécessaire pour moi de me connaître, de savoir que je suis pas si disciplinée que ça, et donc il fallait que je m'impose cette discipline, justement, et que je le dise aussi publiquement. Et donc, d'ailleurs, j'ai fait cet exercice. J'ai dit très souvent à mon audience, moi, mon épisode de podcast, c'est tous les lundis matins. Comme ça me forçait à le faire. Je suis de nature persévérante, mais sur des trucs qui me passionnent. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'il y ait pour moi un côté où je m'éclate dans ce que je fais, vraiment, pour que je puisse persévérer. Par contre, dans ces cas-là, je lâche rien. Vraiment, peu importe les difficultés, peu importe les choses, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. Mais pour ça, il faut que j'ai toujours l'espèce de flamme. Si vraiment ça me plaît pas, j'ai aucune motivation à le faire. J'arriverai à trouver aucune solution. C'est comme un accouchement en fait, t'arrives avec ton bébé et puis 20 ans plus tard il a 20 ans ton gamin et donc il y a toute une évolution, il y a l'inné, ce que t'as au début, je dirais c'est ça, dans un spectacle t'arrives avec l'inné et puis ensuite il y a l'acquis, l'acquis c'est de le confronter au spectateur tous les soirs, de l'améliorer et de le renforcer, de te mettre face à ce que tu voulais dire aussi parfois, il y a des trucs où ton idée elle a l'air bonne, puis tu la mets sur scène et puis les gens trouvent ça plutôt chouette et puis 3 semaines plus tard tu te rends compte que ton idée en fait elle est raciste c'était pas une bonne idée, je parle de racisme, j'aurais pu parler de misogynie ou de n'importe quoi d'autre, mais je veux dire il est parfois
nécessaire entre le moment où tu as ton idée, que tu la mets en place et que tu es content de la mettre en place, et puis le moment où tu la regardes avec un peu le cerveau à froid, il y a encore toute une évolution où tu te rends compte que tu ne la dis plus de la même manière et que ça ne veut plus dire la même chose. Il faut avoir vraiment la foi, quoi. Quand je cherche à essayer de comprendre quel artiste je suis, moi je crois que je suis un roseau, quoi. C'est-à-dire je plie mais je romps pas. Avoir la foi, Verino l'explique très bien dans son passage, car il sait que le chemin va être long. Il peut être long, semé d'embûches, de déceptions, et qu'il faut être prêt à revoir notre copie, notre stratégie et s'adapter aux imprévus. Une embûche, c'est pas le signe que l'idée est mauvaise ou que le projet est pas viable qu'il faut le jeter. Elle fait partie du processus, on peut pas y déroger. C'est là que la persévérance doit prendre le pas sur la motivation. Une bonne idée, c'est facile à voir, mais l'énergie nécessaire pour la réaliser, c'est autre chose. La motivation, c'est le premier déclencheur qui va nous faire passer du stade de l'idée au premier pas pour la réaliser, mais sa durée de vie est de très courte durée. Finalement, cette persévérance, nos invités vont la chercher dans les caractéristiques de leur personnalité qu'ils connaissent bien. Verino nous expliquait plus tôt qu'il attend de terminer une idée pour savoir si elle était bonne ou pas. Pauline, elle sait qu'elle est indisciplinée. Malgré toute la motivation du monde, elle sait que c'est un danger pour son projet et donc elle se met une pression extérieure en annonçant publiquement ses objectifs. Vous devez vous adapter en fonction de votre personnalité, de votre caractère, pour mettre en place un panel d'outils qui vont vous servir à mettre en place une sorte de grille et de parcours à suivre pour être certain d'atteindre vos objectifs. Aller au bout d'une idée, ça passe indéniablement par une certaine connaissance de soi-même. Il y a plein de questions à vous poser sur les qualités que vous possédez intrinsèquement, sur les faiblesses dont vous devez vous méfier. Moi j'ai répondu aussi à tout ça, j'ai pris une feuille, j'ai écrit et je vous invite à faire la même chose avant de commencer quoi que ce soit. Et c'est une fois que j'ai répondu à toutes ces questions que j'ai pu me lancer à faire plusieurs projets. Si vous avez d'ailleurs l'impression depuis 6 ans ou 7 ans que je lance plein de projets, c'est pas un hasard. Mes invités, eux, viennent de parler des choses qu'ils ont faites, qu'ils ont réalisées. Ils ont admis leurs erreurs, leur inconscience, leurs carences. J'ai donc demandé quels conseils ils se donneraient à eux-mêmes, du moins à la version d'eux-mêmes du passé, celle qu'ils étaient au moment où ils ont commencé. En fait, je lui parlerai pas. J'y toucherai pas. Avec le recul, je m'aperçois que la moindre modification, la moindre énergie qui va aller dans un autre endroit viendrait complètement oblitérer, éradiquer le chemin et je ne sais pas du tout où je pourrais me retrouver. Moins de réflexion, plus d'action. Alors ça paraît complètement contre-intuitif, mais en réalité, moi je suis convaincue qu'il faut tester 150 trucs pour trouver la bonne idée, parce qu'en fait, au final, on ne sait jamais ce qui va marcher. Gémio a marché, peut-être que ça aurait pu être autre chose, et au final, je trouve que tester 150 nouvelles choses à petite échelle, avec beaucoup de volume en fait, te permet à un moment donné toujours quand même de tirer les fruits de ce que tu as semé. En fait, me donner des conseils aujourd'hui sur le mois du passé, ça changerait aussi le mois du passé et je trouve ça dommage parce que je pense que c'est dans l'échec qu'on apprend, dans la difficulté qu'on apprend et si après j'ai trop de conseils et je peux pas apprendre moi-même sur le terrain, je trouve que ça enlève pas mal de choses. La réponse est globale à toutes les personnes à qui j'ai pu parler de ce sujet et de cette thématique. L'apprentissage, la maîtrise d'une chose passe indéniablement par le franchissement des obstacles. Mais comment on peut appréhender les défis à relever dans nos aventures ? Obligatoirement, il va y avoir des problèmes. C'est un peu comme quand je fais des reportages à l'étranger. Je pars souvent dans des zones un peu éloignées, etc. Et du coup, à chaque fois que je pars, je me dis quel va être le problème que je vais rencontrer cette fois-ci. Parce que je sais, quoi qu'il arrive, qu'il va y avoir un truc, il va y avoir une couille quelque part, il va y avoir quelque chose qui marche pas, même si le plan est le plus complet possible. Il n'y a que la peur qui t'empêche d'avancer. En fait, c'est le moment où tu te rends compte à quel point t'es médiocre et que tu dis putain je peux pas montrer ça aux gens quoi. Notre véritable utilité c'est d'oser aller affronter les choses qui nous terrifient et donc s'habituer à aller en territoire hostile quoi. Effectivement le territoire de la peur c'est le pire. Je me dis fais et après on voit. Tu décales la peur, mais tu décales la peur au moment où le résultat est là, pas au moment où tu imagines le résultat et tu le fantasmes et tu fantasmes jamais les choses correctement, tu les fantasmes toujours nulles. Tout ça pour dire qu'il faut pas s'empêcher, c'est une fois que le produit est terminé qu'on le juge. Alors, ok, les obstacles, ils sont indispensables, faites-vous à cette idée, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une mauvaise chose. Chaque obstacle est l'occasion de vous rendre plus créatif pour trouver des solutions, de vous apprendre des leçons précieuses pour mener à bien tous les autres projets qui viendront dans le futur. Il faut accepter que ce sont soit des erreurs, soit des imprévus qu'on apprend vraiment des choses. Personnellement, j'ai appris qu'à partir d'un obstacle, je pouvais trouver différents chemins, en fait, propres à mes connaissances pour m'en sortir. Et attention, les anecdotes, elles peuvent donner l'illusion que ça s'applique qu'aux projets professionnels, mais ce sont les mêmes mécanismes qui s'appliquent pour les envies personnelles. Courir un marathon, apprendre une langue, écrire un roman, monter une boîte, je sais pas, et même créer une soirée d'anniversaire surprise. Je vous parlais tout à l'heure rapidement de mettre de l'ambition dans son idée pour être certain qu'elle soit stimulante et pour pas la laisser tomber en cours de route.
Alors attention, une ambition réaliste, hein, légère. Si je garde l'exemple de la soirée d'anniversaire surprise, une ambition légère, ça serait d'organiser une journée d'anniversaire surprise. Et une ambition non réaliste, ce serait de créer une semaine d'anniversaire surprise. D'ailleurs, une fois l'idée réalisée, j'ai demandé à mes invités ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont appris. On est en voyage continu, il n'y a pas de destination en fait. Et les fois où finalement je me suis peut-être fait la réflexion que ça y est, c'est fait, en fait immédiatement, mais je me suis désintéressé de l'idée et du projet. Pendant 3 ans, presque 4 ans, j'ai travaillé sur Prixing, le comparateur de prix. Je trouvais des associés, j'ai bossé, j'ai recruté du monde, j'ai levé des fonds, enfin je me suis battu pour cette application, je saoulais ma femme avec. Puis un jour, je me suis rendu compte que j'arriverais pas à le transformer en grande boîte, en grande entreprise, parce que l'internationalisation c'est compliqué, la scalabilité c'est compliqué. Enfin bref, à un moment, je me suis dit, bon, faut que je passe à autre chose. J'ai trouvé un acheteur, je l'ai vendu. Et du jour au lendemain, enfin le soir même, après que c'était acté, vendu, je me suis désintéressé, mais complètement du projet. Pour moi, c'était mort. Et ma femme était choquée. Elle ne comprenait pas que j'ai pu passer en fait d'une telle obsession à un tel, même pas un rejet, c'est simplement c'était quelque chose qui avait plus d'importance pour moi. Et c'est là où j'ai compris que c'est le plaisir de la réalisation d'une idée, il est supérieur à l'idée, au projet fini en lui-même. Et je pense que ça s'arrête jamais. Une fois qu'on a accompli quelque chose, il faut tout de suite accomplir autre chose. Je repense à Éric Antoine en 2008 qui m'avait dit en fait toi ce qu'il te faut avec ta gueule d'ange c'est de l'humour noir. Et c'était un super conseil, mais que je n'ai pas du tout écouté sur le moment parce que c'était un conseil que je n'étais pas du tout prêt à entendre. Et puis c'est un conseil que j'avais pas envie d'entendre en fait. Je crois que j'ai envie de faire mon chemin. En fait je crois que ce qui intéresse plus le Verino du passé, c'est pas tant de lui donner les solutions, c'est le Verino. Je me souviens de toutes les étapes de ma création générale artistique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin, quoi. C'est même pas le résultat, quoi. J'avoue que j'aime bien, moi, la pression des pairs. J'aime bien l'idée de me forcer, parce que je dois être sensible au regard des autres, mais de me forcer publiquement à faire les choses parce que je sais que j'aurai plus le choix. Quand j'ai dit que je m'engage verbalement, publiquement sur quelque chose, d'une certaine manière, j'ai plus le choix. Et donc, il faut avoir une certaine force d'esprit aussi d'oser faire ça. Mais quand on le fait, je trouve qu'on est toujours remercié parce que ça nous force à avancer, quoi, tout simplement. Que ça m'a appris surtout, c'est d'être polyvalent, en vrai, et de connaître vraiment le minimum sur plein de sujets différents. Moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est essayer d'avoir une ouverture d'esprit sur plein de choses, essayer de comprendre plein de choses. Pour tout projet, il faut, pour qu'il réussisse dans sa globalité, être un petit peu au courant d'un peu tout. Voilà. Et alors, on ne demande pas d'être le pro du montage, de la caméra, pas du tout, mais au moins de comprendre comment ça fonctionne. Parce que ça permet d'imbriquer toutes les différentes pièces du puzzle, parce que pour moi, un projet, c'est un énorme puzzle. Et au final, si on connaît un minimum de trucs sur chaque, on peut nous-mêmes arriver à avoir une idée globale, arriver à assembler le puzzle et finalement pouvoir aussi changer les choses et voir comment les choses s'organisent mieux. Parce que les gens, ils ont beau être hyper forts dans un truc, ils n'ont peut-être pas des infos sur une autre partie. Et en ayant un minimum de connaissances, on arrive finalement à avoir un côté macro et pouvoir mieux organiser les trucs. Dans cette partie, nous allons parler du moment où nous avons atteint notre objectif. Une fois que le but a été touché, c'est derrière nous. Alors qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que la réalité est à la hauteur du fantasme qu'on s'était fait ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ce qui est d'un peu dur, c'est quand j'atteins un objectif, moi je vois déjà l'étape d'après. Et la vérité, c'est que j'ai un petit problème, mais je crois que je ne suis pas la seule, c'est que j'ai un peu de mal à m'arrêter, quoi. Et quand j'ai une nouvelle idée, je suis un peu addict à cette idée, j'arrive à l'objectif et puis il est là et je suis déjà en train de voir l'étape d'après. Donc j'essaye de me forcer maintenant à célébrer les choses et donc typiquement ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai un objectif et que je l'atteins, le célébrer réellement et avoir fixé en amont quelle va être la récompense. J'invite un certain nombre de personnes à faire un super dîner et du coup on va bien passer un bon moment et on va se rappeler en fait qu'on a atteint l'objectif. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on est trop dans la roue qui tourne, on oublie tout simplement qu'on est quand même arrivé au bout de notre objectif. J'ai envie de passer à la suivante. Je suis pas trop un gars qui regarde en arrière ou qui, tu vois, même pour les vidéos, qui re-regarde ses vidéos longtemps après. Non, une fois que la vidéo elle est sortie, je n'y pense plus et je passe à la suite. Et c'est pareil sur les projets.
Par contre, j'ai toujours besoin de projets. Déjà, d'avoir des projets, ça m'apporte que je me sens en vie. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de mourir si j'ai pas de projet. J'ai l'impression qu'on va me ranger dans un petit placard là, et puis ciao, bonsoir. Même d'ailleurs, je le vois c'est fou, mais même dans mon parcours YouTube, j'ai eu plusieurs chaînes YouTube et en fait, je me dis, tiens, quand celle-là, ça me saoulera ces projets-là, je recrée une autre chaîne YouTube. Et parfois, j'ai envie parce que j'aime bien les challenges, j'aime bien tout ça. Mais à partir du moment où il y a un visuel, à partir du moment où notre boîte a eu un logo, à partir du moment où l'Inglorious, j'ai trouvé le nom Inglorious, le titre de mon dernier spectacle, c'est Focus, pareil, que j'étais hyper content de le trouver. C'est à partir du moment où il y a l'affiche et qu'il y a quelque chose qui peut être matériellement... qui est matérialisable, quoi. Je crois que c'est ça qui me... Et c'est pareil pour les vidéos, quoi. Quand un projet existe, en réalité, il commence à exister parce que c'est un chemin long. L'existence du projet fait que on se dit que c'est le début de l'aventure, finalement. On se dit, ça y est, ça avance, on passe des étapes, et quelque part, ça ne s'arrête jamais. Puisque quand on crée une entreprise, dans les statuts, on les crée pour 99 ans. Et c'est plus long que notre vie. Une entreprise, c'est fait pour nous survivre. Et donc, la notion d'achèvement, je pense... n'existe pas, ou en tout cas elle n'existe que par rapport à son fondateur ou cofondateur lorsqu'il va sortir de l'entreprise ou vendre les parts de l'entreprise ou lorsque l'entreprise va péricliter. Mais sinon il n'y a pas de notion de chef-d'œuvre, d'achèvement en fait d'une entreprise. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, avoir une idée, un projet, c'est une drogue dure. Et bien souvent, on est en recherche de cette dopamine permanente. On veut retrouver ces sensations. Mais regardez Pauline, elle se force à célébrer ses victoires et elle a bien raison. Parce que c'est souvent un truc qu'on oublie de faire. Plus on atteint l'accomplissement de notre idée, plus on oublie que c'était un but en soi à atteindre et que ce but, il mérite d'être vécu, récompensé, célébré. Dans le cas de Verino, il nous parle de son plateau d'humoriste, évidemment. C'est pas une fois qu'il est créé que l'aventure va se terminer. Il y a tout à perfectionner et surtout il y a beaucoup d'énergie à fournir pour que cela perdure dans le temps. Ce n'est pas une fois que le but est atteint que l'aventure s'arrête. Comme dit Eric, la fin, ce n'est que le début d'une autre aventure. Avant de passer à la suite, je voudrais prendre une seconde pour remercier les intervenants de cette vidéo pour avoir accepté de répondre à mes questions le plus sincèrement et le plus honnêtement possible. Les chaînes YouTube de Verino et de Ludovic B sont en lien dans la description et je vous encourage vivement à aller découvrir leur travail. Vous trouverez aussi le compte de Pauline Léniaud sur lequel vous trouverez les informations pour écouter son magnifique podcast Le Gratin, mais aussi pour découvrir sa marque Gemio. Pour Eric Larchevêque, je vous mets également son lien vers son compte Instagram où il donne des précieux conseils pour tous ceux qui veulent être entrepreneurs, mais vous pouvez aussi le retrouver dans l'émission sur M6 Qui veut être mon associé. Merci à eux. Je vous en parlais au tout début de la vidéo, donc aujourd'hui, le 4 mai, il y a mon nouveau livre, mon 7e qui vient de sortir dans toutes les librairies, y compris la librairie à côté de chez vous. C'est bien de soutenir les libraires, c'est aussi disponible d'ailleurs sur tous les sites en ligne, les grands classiques, Fnac, Amazon, Cultura, etc. Il sort en format papier d'ailleurs, mais il sort aussi en format audio. J'ai lu moi-même mon propre livre, donc il est sur Audible et ce genre de plateforme. Je vous mets les liens vers tout ça dans la description de toute manière. Si vous avez lu Votre temps est infini, vous allez vous y retrouver. C'est une espèce de pièce de puzzle qui s'imbrique avec Votre temps est infini, Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau et celui-ci. Si vous n'avez pas lu les autres, c'est pas grave, ils se lient indépendamment. En gros, toute ma vie, j'ai eu plein d'idées à la seconde, ça c'est sûr. Par contre, je suis un énorme procrastinateur. Abstinent, c'est-à-dire que je remets les choses au lendemain, mais en fait j'essaye de pas le faire et j'ai essayé de comprendre en fait c'était quoi les difficultés pour aller au bout d'une idée quelle qu'elle soit, tu vois, pour la transformer en quelque chose de matériel. Et c'est 20 ans que j'ai essayé de condenser là à l'intérieur de ça. Rien qu'écrire ce livre, je l'écris en m'appliquant les conseils que je donne dans le livre. Donc c'est pas des conseils du style je suis un professeur et fais ce que je dis et tu vas tout comprendre. C'est vraiment mon expérience. D'ailleurs je prends des grandes anecdotes où j'extrais la substance pour vous expliquer pourquoi j'ai mis ça en place, parce que il fallait que toutes les techniques dont je vous parle, elles soient concrètes. C'est-à-dire qu'elles aient un sens dans le cerveau et que ça sorte pas de mon chapeau et que vous puissiez comprendre pourquoi je les avais mises en place moi et comment elles fonctionnent. Mais ça marche aussi bien du point de vue professionnel ou personnel. Je pense, c'est presque un peu prétentieux, mais que ça peut s'adapter à n'importe quelle chose. Je vais peut-être vous faire voir un petit peu l'intérieur. En gros, ça se découpe en 3 grandes parties sur le fait qu'au commencement, il y a une idée, sur comment transformer une idée en un objectif qui est réalisable. Ça paraît bête dit comme ça, mais en fait, c'est toute cette partie-là qui, je crois, est la plus utile pour être sûr de ne pas abandonner par la suite. Comment on fait ensuite pour emmener son projet, son idée jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation. Et après, l'atelier. Alors l'atelier, c'est à peu près tous les outils que j'ai développés et que je mets en place pour moi, du style concerné versus impliqué, l'art de la fiabilité, comment on règle un focus, comment on se crée un conseiller personnel dans sa tête, etc. J'ai mis tout ça là-dedans et c'est vous qui irez piocher dans l'atelier les outils qui vont vous servir au fur et à mesure
Je suis très heureux de faire ça, c'est la 7e année que je vous dis que je sors un livre, alors qu'en 2016, quand j'étais en train d'écrire mon premier qui était sorti en 2017, c'était un peu fou. Vous étiez 27 000 abonnés sur cette chaîne d'ailleurs quand j'ai commencé la rédaction du premier livre. Ben voilà, apparemment c'est devenu une partie de ma vie d'écrire des livres, tant que j'ai des choses à dire. En tout cas, celui-ci, ben, c'est l'un des plus essentiels parce qu'il répond à la question qu'on m'a le plus posée ces 7 dernières années de « Mais comment tu fais pour faire tous ces projets en même temps ?» Ben, la réponse, elle est là, que ce soit d'un point de vue perso ou professionnel, j'espère qu'il vous sera utile. J'ai hâte de vous croiser pour que vous puissiez me raconter quelles choses vous avez mis en place en utilisant des astuces du livre. Et voilà, prenez soin de vous, tout est dans la description, à très bientôt, ciao.